Par le biais de son exposition au cœur de la Papouasie, le cinéaste et réalisateur Daniel Bertolino transporte les visiteurs en Océanie. On va en apprendre plus sur celle-ci en le joignant tout de suite au bout du fil. Bonjour, M. Bertolino. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Oui, vous aussi? Oui. Merci d'abord de nous accorder cette entrevue-là. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans un premier temps, ce qu'on peut retrouver dans votre exposition qui est présentée au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges jusqu'en août 2017? Alors, cette exposition a pour but de faire connaître des cultures extraordinaires des Papous de Nouvelle-Guinée, Papouasie, qui est la plus grande île du monde, au-dessus de l'Australie. Et le but de cette exposition, c'est de rencontrer des objets d'art primitif, parce que les Papous sont des artisans extraordinaires, une capacité de sculpter et de faire des peintures de toutes sortes, y compris des peintures corporelles. Et aussi, je présente bon nombre de photographies d'expéditions que j'ai ramenées dans les années 70, lorsque je suis allé faire un film documentaire qui s'appelle Mino Savé, qui veut dire « moi pas savoir ». OK. Et pendant votre voyage, vous dites avoir eu un véritable coup de cœur pour les Papous. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette culture-là? D'abord, l'expédition en soi est une expédition très périlleuse parce qu'on est rentré dans des zones qui à l'époque étaient encore habitées par des Papous qui pratiquaient le cannibalisme et donc on n'était pas très rassurés. Okay. Il y avait une clé pour entrer dans ce territoire, c'est la clé des missionnaires montfortins canadiens qui étaient là depuis déjà une bonne quinzaine d'années, okay, qui m'ont donc permis de rentrer plus rapidement en contact avec les différentes cultures. Vous savez, la Papouasie, c'est 400 tribus de Papous différentes, composées de plusieurs familles, des 5-6 familles, mais qui parlent toutes une langue différente, et elles sont espacées de quelques kilomètres seulement à la ronde. Donc entre tribus, les gens ne se comprennent pas, et la culture est très très diversifiée et très riche. Alors ce qui m'a fasciné, c'est cette diversité incroyable, où les gens sont des amoureux de la nature, ils la connaissent parfaitement, et tout ce qui les entoure, eh bien, ils vivent de la nature, ils se nourrissent de la nature, ils font la chasse, la cueillette, et tout ce qu'ils trouvent comme fibre végétale leur permet de s'habiller, de subsister et de construire leur maison et de faire de la culture. OK. Et vous êtes allé, en fait, en Papouasie en 1970. C'est quoi le plus beau souvenir que vous conservez de votre passage là-bas? Le plus beau souvenir, c'est justement le contact, malgré le fait que je ne parlais pas la langue des Papous. Le contact était extraordinaire entre les gens. Ils sont des gens très accueillants, même si au début ils avaient peur parce qu'ils n'avaient quasiment pas vu de blanc de leur vie. Lorsque je marchais avec eux dans la forêt, lorsque nous avions des porteurs pour transporter notre équipement, j'avais souvent un Papou qui venait me toucher les bras ou les jambes et moi ça me faisait un peu peur parce que je me demandais il se posait la question s'il était bon à manger ou pas, mais en réalité, m'a expliqué un missionnaire, c'était parce que il était étonné de voir que j'avais la peau blanche et il voulait savoir si on était des vrais personnages. Ah, OK. Alors c'était une histoire fascinante, mais c'est leur sourire après, une fois que le contact est fait, la capacité de s'exprimer, de parler, d'échanger des idées, même des concepts, sans comprendre la même langue, juste par le regard, les gestes, la manière de se positionner par rapport à l'autre. Je me souviens de conversations qui duraient des heures. On avait l'impression, autant le chef du village que moi, de se comprendre et d'être de la même culture. OK. Et je l'ai dit tantôt, vous avez visité le pays, donc il y a environ 3 ou 4 décennies. À l'époque, les tournages n'étaient pas aussi faciles à faire que maintenant. C'est quoi les contraintes? On parlait de porteur tout à l'heure. Nous, on travaillait en caméra 16 mm. Donc, on transportait avec nous l'éclairage, des petits moteurs, l'essence pour faire de la lumière et charger les batteries. Les caméras étaient très lourdes. On avait beaucoup de coffrets pour placer la pellicule et la conserver. Parce que quand on tournait, on voyait jamais nos images. C'est pas comme les vidéos d'aujourd'hui. On tournait, puis il fallait renvoyer la pellicule par avion à Montréal. Et là, on attendait peut-être 2 mois plus tard. On savait si le film était bon ou pas. Donc ça, c'était la grosse difficulté. Et tout ça était très lourd. J'ai eu jusqu'à une centaine de porteurs pour transporter notre matériel à l'intérieur des terres et on devait marcher pendant 4, 5, 6, parfois 12 jours à l'intérieur de la forêt avec tout cet équipement. Okay. Donc ça, c'est qui était difficile. Mais en plus, l'humidité était telle que souvent la pellicule était imbibée d'eau, disons, d'humidité, et elle épaississait, ce qui fait qu'elle coinçait dans les grilles de la caméra. Alors avant chaque tournage, il fallait faire un feu pour faire chauffer les cassettes de pellicule 16 mm afin que la vapeur d'eau, que l'humidité
se dégage, si vous voulez. Okay. Permettait de faire travailler les caméras, mais c'était très compliqué. Okay. Et est-ce que vous êtes retourné là-bas depuis? Parce que votre visite, en fait, cette exposition-là vraiment découle d'une visite que vous avez faite en 70, mais est-ce que vous y êtes retourné par la suite? Non, parce que à cette époque-là, je faisais une série qui s'appelait Les Primitifs, qui dans le terme principal voulait dire, pour moi, dans mon esprit, l'homme traditionnel, l'homme qui se suffit à lui-même dans un milieu très difficile, tropical, la forêt tropicale. Et j'ai fait une série sur les populations des forêts tropicales. Ça a commencé par les Papous, ensuite je suis allé au Cameroun faire un film sur les Pygmées, puis ensuite on est allé en Amazonie, puis à Sumatra en Indonésie, et ensuite j'ai fait d'autres films sur les semi-nomades d'Iran, les Kashkai, et plus tard encore en Himalaya, chez les Kalash, qui veut dire les infidèles. Donc ça faisait partie d'un long séjour de voyage qui a duré presque 4 ans. Et est-ce qu'il y a une pièce de prédilection dans l'exposition qu'il faut absolument pas manquer ou qui vaut le déplacement? Oui, absolument. C'est une pièce très rare. Il s'agit d'un crâne surmodelé d'un ancien chef papou de Nouvelle-Guinée. Alors, c'est un crâne surmodelé. Qu'est-ce que c'est? C'est un crâne humain qui m'a été offert par le chef de l'époque. C'est le crâne de son ancêtre qui a été surmodelé. C'est-à-dire qu'en avant du crâne, le visage a été reconstitué à partir de la glaise, de la terre, et repeint avec des peintures corporelles de l'époque qui expriment la chefferie, qui expriment le pouvoir. Alors l'intérêt de ce crâne, c'est qu'il est allongé. Un crâne surmodelé qui exprime le pouvoir. Et alors, est allongé comment? On reconnaît les chefs par la forme de leur corps. Quand l'enfant est né, l'enfant du chef est né, il devient chef par la suite, mais pour avoir un crâne allongé, on lui met autour du crâne en arrière des petites lianes qui vont allonger les os du crâne qui sont encore très mous. Okay. L'enfant vient de naître et au fur et à mesure que l'enfant grandit, le crâne s'allonge et on resserre un peu plus les lianes jusqu'à ce que le crâne soit complètement déformé en forme d'œuf allongé, ce qui fait qu'on reconnaît le chef de cette manière. Okay. C'est un crâne donc important parce que c'est bien sûr aujourd'hui, ce serait impossible de ramener une pièce de cette valeur. Oui. Elle est importante parce qu'elle prône dans une vitrine en plein milieu d'autres crânes. D'ailleurs, on voit des crânes de cochons sauvages surmodelés aussi. Okay. Car il faut savoir que l'esprit des ancêtres, l'esprit des vieux, revit dans le crâne, dans le corps des cochons sauvages qui sont des sangliers en fait. Et les cochons sauvages sont très respectés et adorés par les familles papous parce que justement, on les respecte parce qu'ils sont censés avoir l'esprit des anciens dans leur corps. OK, donc c'est super intéressant. Merci, M. Berthelino, de nous en avoir parlé. On invite évidemment tous les gens à la maison à se rendre au musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour aller voir votre exposition qui est là jusqu'en août 2017. Merci. Une chose intéressante aussi, il y a des extraits de films que j'ai ramenés en 16 mm. Et vous savez, ces films-là, aujourd'hui, on ne pouvait plus les utiliser parce que aujourd'hui, on est passé au numérique et aux vidéos. Mais nous, on a congé les films pendant 40 ans dans des frigidaires ou dans des endroits précis pour que ensuite les décongeler et les renumériser, cette fois en haute définition. Donc ces films-là, ces images-là ont été donc bloquées en voûte pendant 40 ans, décongelées, puis renumérisées en haute définition, qui fait qu'on peut les voir aujourd'hui. Ce sont des images exceptionnelles parce que les papous d'autrefois n'existent plus aujourd'hui. Parfait. Donc, on invite tous les gens à se rendre au musée régional jusqu'en août 2017 pour aller voir ça. Merci beaucoup, M. Berthelino, puis bon succès avec votre exposition.